Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Info Hebdo de cette semaine, ce rendez-vous hebdomadaire qui vous décrypte l'actualité sociopolitique de la semaine, chers amis internautes. Au menu du décryptage de cette semaine, 4 sujets sont à l'honneur. Il s'agit de l'affaire relative à la flagellation d'un jeune homme de la fraternité Ogboni, les mesures prises par le gouvernement béninois en Conseil des ministres de cette semaine pour davantage lutter contre la discrimination et les violences à l'égard des femmes, les réformes universitaires et les mesures prises par le gouvernement face à l'augmentation des cas de contamination à la COVID-19 en République du Bénin. Et pour l'exercice de ce samedi, chers amis internautes, je recevrai pour vous Jacques Bocor. Il est rédacteur en chef du quotidien Matin Libre. Il sera face à Georges Anagonou, socio-anthropologue, analyste politique. Et le troisième invité qu'on ne présente plus sur les plateaux d'émission de ZAE TV a pour nom Alphonse Moïsoudé. Il est journaliste, analyste politique. Sans plus tarder, chers amis internautes, juste après le jingle suivant, on se retrouve pour le décryptage. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Jacques Bocor. Bonjour. Bonjour Kader et bonjour aux internautes. Bonjour également à Georges Anagonou et bonjour à Alphonse Moïsoudé. Bonjour à vous Kader, bonjour à toutes. Bonjour à tous ceux qui te sont fidèles. Et bonjour à vous aussi. Bonjour à nouveau, Jacques Bocor. Cette semaine, nous avons suivi de très près l'évolution de ce dossier. Depuis déjà le week-end dernier, ça a fait le tour de la toile. Des vidéos ont été très virales. Dites-nous, d'abord d'entrée de jeu, dites-nous ce qui a été les sentiments qui vous ont animé, l'état d'esprit dans lequel vous vous êtes retrouvé. Est-ce que vous avez reçu dans votre inbox via WhatsApp cette vidéo? Bon, comme tout être humain qui a du sang qui circule dans ses veines, lorsque vous voyez tout de suite cette vidéo de ce jeune homme et la photo prise dans les couloirs d'un centre de santé, tout de suite vous devez être choqué. Vous devez être choqué, vous devez vous demander si ces genres d'atrocités existent encore sous nos cieux. Moi, j'ai reçu un gros choc et heureusement que, disons, la police, la justice s'en est saisie et l'affaire, disons, est pendante. Vivement le 10 août, je pense, pour que nous soyons davantage situés sur qui a fait quoi. Pour le moment, je n'ai pas de commentaires particuliers à faire, mais vraiment que justice soit faite. C'est sûr que avec beaucoup de recul, ceux qui ont commis cette barbarie sont certainement dans le regret déjà derrière les barreaux. Vraiment que justice soit rendue pour que cela ne se répète point. Pour que cela ne se répète point. Est-ce que Jean Anagonou a également été choqué lorsqu'il a vu cette vidéo? Est-ce que lui aussi trouve, comme Jacques Bocor, cette action d'inhumaine, j'allais dire? Lorsqu'on est humain, vous savez, la lutte contre la torture. Le Bénin, on a une histoire par rapport à la torture, sévices corporels sous un régime passé. Et donc, nous sommes devenus très réfractaires à voir des trucs comme ça se passer à la télé. Surtout qu'aujourd'hui, le monde a tellement évolué. Même le service corporel à l'école, c'est interdit. Le service corporel à l'école, c'est interdit de ne plus toucher aux enfants comme ça. Ce qui est normal parce qu'on ne peut pas éduquer l'enfant avec le bâton nécessairement. Par moment, ça peut arriver. Moi, quand j'ai vu les images, je n'ai pas eu le temps d'écouter l'audio et j'ai cru que c'est un rituel dans leur le fraternité au Boni là. Au fait, le monsieur, il est Dieu comme Dieu de Banamé ou bien lui, il est humain. Enfin, je ne sais pas. Moi, je croyais que c'était le Dieu de Ogboni là. Et j'ai dit, donc, est-ce que ça, c'est leur rituel? Et si c'était même le cas, que ça méritait d'être puni sévèrement. Ce qu'il faut saluer ici, c'est la promptitude avec laquelle la justice s'est saisie du dossier. La promptitude avec laquelle le procureur a pris le dossier en main. Pour montrer que désormais chez nous, des trucs comme ça doivent être sanctionnés sévèrement parce que l'intégrité corporelle, l'intégrité physique
de l'homme. C'est un droit inaliénable. Et donc, se mettre et avoir même les réactions dans la vidéo, je pense que les sanctions seront à la mesure de la barbarie que nous avons vue. Qu'on se jette sur un homme, chacun prend le bâton et on dit l'autre n'a qu'à passer, l'autre n'a qu'à passer. Tous ceux qui sont passés et tous ceux qui ont assisté à ce spectacle-là doivent être condamnés de non-assistance à personne en danger. Je pense que la justice ira jusqu'au bout pour qu'on puisse comprendre que ces services-là, et c'est d'ailleurs bien cette semaine, puisque vous avez évoqué d'autres sujets, on viendra là-dessus, tous ceux qui touchent à l'intégrité physique d'un homme, ceux-là doivent être sanctionnés. Ceux-là doivent être sanctionnés. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait, selon vous, Alphonse Mouichoudi? Est-ce qu'on peut trouver une explication à ce qui s'est passé? Il n'y en a aucune. Aucune. Ce n'est pas une bête de somme, non. Ce n'est pas une bête de somme. Moi, vous voyez, je suis heureux que la police de mon pays, la justice de mon pays, se soit auto-saisie de ce dossier. Mais ça se passe dans des églises. Moi, j'ai vu des enfants être humiliés parce qu'on a des comptes Facebook. J'ai vu dans des églises, on a frappé des enfants parce qu'ils ont des pages Facebook. Mais vous n'en parlez pas. Mais moi, on vit ça fréquemment. Tu n'avais pas dénoncé à la police? Non, on vit ça fréquemment. Donc, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ça se passe régulièrement dans ces églises-là où on pense qu'on a droit de vie et de mort sur les fidèles. Donc, il va falloir que la République dans laquelle nous sommes prenne ses responsabilités pour démanteler ces pseudo-églises ou je ne sais comment on les appelle, qui pensent que l'homme est taillable et conviable à merci. Ça se passe régulièrement. Celui-là, sa fuite permet aujourd'hui de mettre à la face du monde que, bon, dans certaines églises ou bien dans certaines religions, on n'a plus empereur, mais on a des gourous. On a des gourous. Et c'est grave. Parce que moi, ce qui m'a choqué dans la vidéo, une femme qui a porté un enfant dans ses entrailles, dit de ces conneries-là. On est allé jusqu'à dire, si tu quittes ici, tu rentres chez toi. Quand même. Avec les blessures. En fait. Oui, et il s'habille, il a une femme, il a des enfants. Quelle explication va-t-il donner à sa femme quand il va voir son habit ensanglanté et on dit que ça c'est... Non, c'est grave. Je crois que au-delà de ce qu'on a dit là, il faut démanteler cette affaire-là. C'est une vaste escroquerie qui se fait là. Il faut démanteler ça. Moi, je ne veux pas. Le nom de cette société secrète-là ne sortira pas de ma bouche. Je n'appellerai jamais le nom. Mais il faut que l'État béninois aille démanteler ça. Ça, c'est un épiphénomène. Il y a plus grave que ça dans cette machin-là. Je reviens dans un instant, Alphonse Mouichoudi, pour revenir à Jacques Bokor, pour l'interroger de savoir, lorsque cette affaire a fait le jour et que tout de suite ils ont été passés en garde à vue, les uns et les autres s'attendaient à ce que l'empereur puisse avoir quand même une part de responsabilité devant l'État. Et lorsque il a connu une relace, qu'il est mis sous convocation et que les autres sont sous verrou, déjà sur la toile, nous avons des commentaires comme quoi on dit qu'on a comme l'impression que il y a eu quand même un traitement de faveur à son égard, si je peux le dire ainsi. Oui, il y a d'autres internautes même qui sont allés jusqu'à dire que dans une autre congrégation, ça s'est passé pas qu'un homme a été passé à tabac. Il y a eu même mort d'homme. Mais jusque-là, on n'a pas inquiété comme on l'a même fait pour le cas que vous évoquez. D'où je rejoins. Mais par rapport à ce cas qui est évoqué, qui est devant les tribunaux. Oui, par rapport à ce cas, c'est une réaction, disons, légitime. Les gens sont libres d'opiner. Et maintenant, c'est le juge qui a des éléments d'appréciation, qui sait qu'il faut mettre sous convocation, qu'il faut relaxer, qu'il faut blanchir. Donc, moi, de ma position, je ne pourrais que dire que lumière soit vraiment faite sur cette affaire-là et que les responsabilités soient vraiment situées. Moi, je ne demanderai pas qu'on coffre quelqu'un ou qu'on lui applique, disons, comment je vais le dire, la fatwa. Hein? Il faut que la justice vraiment fasse de façon impartiale, rendre de façon impartiale, disons, ce jugement. Parce que c'est quand même d'un homme, d'un être humain qu'il s'agit, un être humain qui a des droits. Qui a des droits. Alors, Jean-Jean Lagron, vous êtes également sociologue. Lorsqu'on prend une société, je prends peut-être une maison dans laquelle il y a un chef et qu'il y a un incident du genre qui se produit, est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité qui incombe au chef de famille?
lorsqu'on dit généralement que c'est le chef de famille qui régente un peu l'environnement qui doit régner dans une famille. Nous sommes dans une société secrète. Ouais, nous sommes presque dans une secte. Et là, le chef est protégé. Il est le Dieu suprême. Et donc, la responsabilité de ceux qui l'entourent, c'est que dans des situations pareilles, il faut tout faire pour le disculper. En fait, vous allez voir le chef d'accusation que le juge a retenu contre lui. Complicité. Et à partir de ce moment-là, il n'est alors pas auteur direct. S'il n'est pas auteur direct, on a retenu qu'il n'était pas là. Et qu'il a juste été informé qu'il y aura une réunion, mais que lui ne sait pas que la réunion et ce qui découlerait de la réunion, c'est le service corporel, la torture d'un homme donné. Et donc, à partir du moment où ceux qui sont pris sur le champ donnent des explications de ce genre-là. Peut-être une première version. Le juge, oui, peut-être que le juge voit. Voilà. Et il y a aussi autre chose devant la justice. On dit, vous êtes représentatif, c'est comme ça on dit, vous êtes crédible. C'est-à-dire, vous êtes crédible, on est sûr que et vous n'allez pas fuir. Et donc, à partir de ce moment-là, le juge continue l'instruction normalement jusqu'à ce que vous soyez condamné. Il n'est pas encore sorti d'affaire. On est dans les enquêtes préliminaires. Et le juge, pour prendre des précautions, a gardé certains. Mais lui, puisque on n'a pas vu bâton dans sa main pour taper le jeune homme. Et je veux dire quelque chose. Quand on écoute l'audio il a cité qu'il y a 18 personnes, mais sans dire que l'empereur était là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça peut être des circonstances qui ont fait que le juge a décidé de le mettre sous convocation tout en sachant qu'il ne va pas fuir. Et il ne va pas fuir parce que vous avez vu, le lendemain déjà, il se faisait encore déjà filmer devant, à la sortie de la mosquée. Il se faisait filmer déjà à la sortie de la mosquée pour montrer que oui, je suis sorti. Ce qu'il y a, et par rapport à ce que Jacques a dit, je pense que nous-mêmes de la presse là, nous devons être percutants de par notre travail. Alphonse a évoqué un cas tout à l'heure. Ou bien c'est lui Jacques a dit, il y a eu des gens où les gens sont morts. Mais qu'est-ce que ce dossier est devenu? Jacques, pourquoi vous ne nous informez pas? Le dossier a été devant les tribunaux. Oui, mais qu'est-ce que le tribunal en a fait? Parce que si on ne faisait pas... vous avez vu ce que les internautes ont voulu insinuer, c'est qu'on fait 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire, comme c'est au Boni, on est allé au bout, et que comme l'autre, c'est Guanamé, on n'est pas allé au bout. Le journaliste doit rester très attentif à ce dossier-là qui parle véritablement. Oui, je pense, voilà, quand vous voyez son visage, vous savez. Je vous ai dit que moi, je vous ai souvent dit sur les plateaux, je vous ai souvent dit sur les plateaux que j'ai un certain âge, moi, et j'ai une certaine expérience qui fait que moi, je peux dire les choses. Oui, justement, parlons de ce dossier-là, ça que je vous dis que le dossier a été évidé, puisque... ça a été évidé et personne n'a été condamné. Ça a été défendu. Donc, vous voyez pourquoi les internautes disent aujourd'hui... Les arguments ont été confrontés. La justice a fait son travail. Les internautes disent aujourd'hui qu'il y a 2 poids 2 mesures. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Moi, je ne juge pas ici. Non, mais je ne juge pas. Je dis les internautes, c'est même pas moi. Mais en revanche, je me retourne vers Alphonse Moïsoudé qui a certainement aussi l'âge de dire certaines choses. Voilà. Est-ce que vous le voyez pas? Au moins ses cheveux. Dans de pareils cas, la justice doit traiter ces cas avec beaucoup de tact et de délicatesse, étant donné que ça touche également la foi de certaines personnes. Nous sommes dans un pays laïque. Ça ne touche aucune foi. Mais arrêtez ça. Ça ne touche aucune foi. Moi, je ne croirai jamais en un homme. La seule personne, je crois en Dieu et en Jésus. Mais les pasteurs, je m'en fous de qu'est-ce qu'ils font? Ils nous endoctrinent. Moi, je m'en fous. Si quelqu'un place sa foi en un homme qu'il voit, moi, j'adore Dieu et Jésus-Christ. Le reste. Mais il est libre de placer sa foi. Mais non, vous savez, quand vous allez. Il est libre. Je vais vous dire, Kader, mon mémoire de master en journalisme a pour thème la prolifération des églises évangéliques à Dakar. Et je vous dis, quand je faisais on m'a 3 fois dessus, j'ai dû acheter des enregistreurs. 3 fois dessus, j'ai été agressé par des pasteurs à Dakar. Parce que je suis en train de mettre le doigt sur la plaie. On a dit ah non. On a confisqué mes appareils plusieurs fois. Parce que là, c'est pas bon. Vous n'êtes pas pasteur, vous n'êtes pas religieux pour tuer les autres, pour appauvrir les autres et vous enrichir. Encore que ici, il ne s'agit pas d'une église. Hein. Mais
Merci. Parce que ça parle de la foi. Et quand on parle de la foi, moi je dis mon état. Quels sont vos Je dis espérances mon dans ce état. dossier? Je dis mon On ne état. peut pas croire en un homme parce que Kader, d'ailleurs, ce que moi je dans demande, notre pays, ce que je les demande à hommes l'État auxquels on béninois, croyait, ils se sont on avait comportés comme commencé humains, un on fait travail. affaire après. On avait Donc, commencé un travail. c'est pas la peine de croire aux qui, hommes. brusquement a été arrêté. Autorisation d'enregistrement. Il a dit que si vous devez officier, que vous soyez église, que vous soyez machin, vous devez officier. Est-ce que l'État béninois vous a autorisé? Parce que si l'État vous autorise, on doit avoir un droit de regard. Parce que aujourd'hui, n'importe qui se lève, il crée n'importe quelle église, il crée n'importe quelle... Parce que nous avons les gens... N'importe quelle fraternité. Voilà, parce que je n'arrive pas à concevoir, me dire que si je vais chez Tantampion, je vais concevoir à 40 ans. Je ne suis pas marié, me dire que si je vais chez Tantampion, je vais trouver un mari. Et on profite de la faiblesse de nos compatriotes pour les escroquer. Moi, je dis à l'État béninois, il faut démanteler ça. Parce que je remercie Dieu que ça soit mis à jour. C'est vrai que quand on va sortir de l'émission, si vous allez voir, il y a des gens qui vont nous appeler parce qu'on a touché à ce à quoi ils croient. Non. Ça, c'est un problème de la société. Parce qu'il y a des âmes faibles. Il y a des âmes faibles. Et l'État a l'obligation de protéger ces gens-là. Parce Merci. que celui-là, quand il vous. est sorti, je vous dis, quand on va commencer le procès, vous allez voir la série de victimes. Il y a des victimes silencieuses. On contrôle jusqu'à contrôler votre vie en famille. On cherche à savoir combien de fois vous faites l'amour avec votre femme. C'est Dieu qui a dit ça dans la Bible, qu'il faut domestiquer cette Mais celui qui fidèle. contrôle, peut-être y croit. Jacques Boko, quelles sont vos espérances sur ce dossier avant qu'on passe au sujet suivant? Non, je n'ai pas d'expérience. D'espérance, d'accord. Espérance, je l'ai dit, hein, c'est à la justice que revient le dernier mot. Parce qu'il faut maintenant que les gens sachent que nul n'est effectivement au-dessus de la loi. Que vous soyez pasteur, que vous soyez Dieu sur terre, bon voilà. Donc, etc. On peut vous inquiéter à tout moment lorsque vous portez en torse, disons, à la loi. Donc, vivement que le bon droit soit dit. Le droit soit dit. Voilà. Merci à vous, Jacques Bocon. Nous passons sur le suivant. Je reste avec vous. Cette semaine, le Conseil des ministres est tenu sous la présence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Des mesures ont été prises pour davantage lutter contre la discrimination et les violences à l'égard des femmes. Vous avez lu le compte rendu du Conseil des ministres. Vous l'avez même publié dans les colonnes de votre parution du jeudi. Dites-nous, Jacques Bocon, quelle appréciation portez-vous sur ces dites mesures? Bon, d'abord, le gouvernement a fait l'état des lieux par rapport à cet institut qui existait et qu'a présidé Mme Bicentia Boko. On a constaté qu'il y a eu des faiblesses, que l'institut n'a pas véritablement contribué à la promotion de la femme. Donc, il y a eu quelques faiblesses que le gouvernement a voulu corriger, disons, en apportant de l'oxygène, en renforçant cet institut qui dispose d'une autonomie financière. Et je crois savoir que désormais, l'institut peut écouter des victimes de cas de brimade, de harcèlement sexuel, de violence faite aux femmes. Vous savez que ce sont des mots qui n'encouragent pas, qui sont des, disons, des freins à la promotion de la femme. Donc le gouvernement a voulu renforcer l'institut en le dotant d'un centre d'écoute et puis en lui permettant d'ester en justice disons, ces compatriotes qui, à la moindre beauté ou bien à la moindre vue d'une silhouette féminine commencent à s'agiter. Donc, on veut décourager ça pour que les femmes soient vraiment représentées, plus représentées dans les instances de prise de décision. Je pense que ça va dans la droite ligne de la vision du chef de l'État. Et vous savez qu'on a même révisé la Constitution pour, dit-on, promouvoir la femme. Donc, moi, vivement que ces réformes, ce 109 apportés à l'Institut,
soit vraiment un coup de fouet pour l'atteinte des objectifs, parce que, bon, on a beau faire le diagnostic, on a beau renforcer, s'il n'y a pas la volonté politique, je pense que ça ne marchera pas. Et l'autre chose, c'est qu'il faut aussi inviter les femmes à davantage investir dans la promotion de la gente féminine. On ne va pas tout leur donner non plus. Il faut qu'elles se battent. Il faut qu'elles s'acceptent entre elles aussi. Exactement. Et puis, qu'elles continuent de dénoncer, qu'elles se libèrent, que leur langue soit désormais déliée. S'il y a des cas de harcèlement sexuel, s'il y a des patrons qui ne leur permettent pas de s'épanouir dans leur service, dans leurs activités, c'est le moment. Voilà. C'est le moment selon vous. Alors, dites-nous, Georges Anagonou, est-ce que, avec cette décision prise en Conseil des ministres, est-ce que le gouvernement, à travers le président Patrice Talon, réaffirme sa volonté manifeste de promouvoir la femme et de quand même lutter contre les violences et discriminations à l'égard des femmes? On ne peut pas dire autrement. Lorsque un gouvernement prend une décision pareille, parce que si un gouvernement prend une décision pareille, du moins, on doit d'abord croire en sa volonté de lutter contre la violence faite aux femmes. Et même par rapport au premier sujet que nous avons débattu, les deux peuvent se rejoindre quelque part, c'est-à-dire que ces violences faites aux hommes. Grand H. Ouais. D'accord? Et l'État a une responsabilité première, c'est de protéger l'individu. C'est pourquoi quand Alphonse disait, il faut démanteler ces gens. L'État a la responsabilité première de protéger l'être humain. Et donc, s'il y a un set, rapidement, s'il y a un set qui est en train d'abrutir l'homme, l'être humain, l'État a le droit d'intervenir dedans et de démanteler cela. C'est aussi du droit de l'État. Maintenant, par rapport à la femme, vous savez, la violence faite aux femmes, au fait, la question elle est délicate souvent. Pourquoi? Surtout lorsqu'on est dans une société africaine. Il s'agit d'un homme et de sa femme. Il ne faut pas prendre... Et il y a un travail préalable à faire. Et c'est ça qui a fait que le gouvernement a vraiment raison de réhabiliter cet institut-là, qui devenait au fait un machin, qui s'est fait oublier. On ne parle plus. Alors que c'est un institut qui a tellement de trucs à faire. Parce que dans les pays qui se développent, les pays développés du moins, il y a plusieurs de ces structures. Il y a même ce qu'on appelle le refuge pour ces femmes battues, pour ces femmes qui subissent la violence. Mais il s'agit ici de son mari. Déjà dans les pays développés, l'apport, ce qu'on apporte à la femme, c'est d'avoir le courage d'aller dénoncer. Et donc, on fait des sensibilisations et on pense qu'on voit quand même que ça ne prend toujours pas. Parce que c'est quand même son mari qui lui fait violence. Lorsque vous lui demandez d'aller porter plainte, lorsqu'elle porte plainte, elle retourne dans quelle maison? Est-ce qu'elle va rester à l'institut? Ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a un grand travail à faire. C'est comme on avait pris là, dans ce pays-là, le code de la famille qui disait que si tu dois prendre une deuxième femme, il faut recevoir l'assentiment de la première. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait ça depuis que la loi a été votée. Et il ne faut pas prendre... Il faut surtout éviter de prendre des décisions qu'on ne peut pas mettre en pratique. Ce qui est important, et c'est ça qui fait que l'Institut reprend sa place, il faut éduquer les femmes et les protéger. Il faut éduquer les femmes et les protéger. Je pense même qu'une fois, je ne sais pas si Dame Élise Guédon n'a pas dit un truc comme ça, et vous demandez à la femme de dénoncer son mari. Et après dénonciation, elle sera la femme de qui? Donc, c'est un gros travail qu'il faut faire. Parce que, vous savez, parfois des gens comme moi, lorsque vous entendez le voisin à côté en train de taper sa femme, ça révolte tellement. Moi, j'avais connu un monsieur, il ne vit plus, il était au village. Quand il veut corriger ses femmes, il a un bâton là. Au premier, on appelait ça parmentoir, c'est quelque chose comme ça. Lui, il en a à la maison. Et donc, puisqu'il est tellement fort, lorsque sa femme fait quelque chose qui n'est pas content, il en avait deux. Donc, vous passez devant, vous entendez, il est en train de leur... Et les femmes sont en train de tendre la main, et il est en train de les corriger comme on fait à l'école. Hein? Comme on a fait à l'autre la semaine dernière. Aha. La vidéo qui a circulé, on le tapait comme à l'école. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un travail qu'il faut faire par rapport à notre culture, par rapport à la pesanteur sociale. C'est un travail de fond
que l'Institut doit faire. Et c'est pourquoi Jacques parlait de volonté politique, c'est-à-dire qu'il faut donner les moyens qu'il faut à cet institut-là, désormais, pour pouvoir remplir sa mission qui est celle de pouvoir et faire réveiller les femmes. Alors, Alphonse Missoudé, au regard des commentaires qui ont été faits par vos précédents, est-ce que vous pouvez également réaffirmer que le gouvernement, à travers ces mesures qui ont été prises lors du conclave gouvernemental de cette semaine, que le gouvernement a réaffirmé sa volonté à protéger davantage la gente féminine? Oui, moi je suis très heureux. Contre les violences et les discriminations. Oui, je suis très heureux que le gouvernement prenne des décisions pour protéger la femme et, en l'occurrence, l'être humain. Parce qu'on n'est pas créé pour être violenté. Et comme on l'a dit dans le sujet précédent, le gouvernement a la responsabilité de protéger l'homme. Mais je dis, dans ce cas précis des femmes-là, il faut que les femmes prennent leurs responsabilités. Et je vous donne 2 exemples. Une femme qu'on bastonne tous les matins, refuse de quitter son homme parce que cet homme lui fait bien l'amour. Et qu'elle n'a encore, depuis qu'elle est femme, elle n'a pas encore trouvé un homme qui puisse lui faire l'amour de la sorte. Donc par conséquent, elle reste pour le plaisir. Le deuxième cas, on la bastonne et dit, mais cet homme-là, il entretient toute ma famille. Si je le quitte, que deviendront mes parents? Ouais. Donc, quand déjà vous-même, en parlant ainsi, vous donnez un chèque à blanc à l'homme pour que vous soyez taillable et conviable, merci. Parce que si la femme ne prend pas la responsabilité, la femme doit pouvoir se dire stop. Quand on lève la main, la main sur elle. Moi, je n'ai pas été éduqué pour lever la main sur une femme. Je ne peux jamais lever la main sur une femme. Et je ne permets pas à un homme de lever la main sur une femme. Mais si la femme aussi se prête à ce jeu-là. Vous voyez déjà les jeunes filles qui sortent avec des gens qui ont un peu d'argent. Une chose, le gars vous donne 2 gifles, vous ne réagissez pas. Vous dites non, c'est pas sa nature aujourd'hui, c'est fâché. Le lendemain, il vous donne encore 2 gifles, vous dites non, il a bu un peu de trop. La 3e fois, c'est que vous irez à la morgue. Donc je crois que nous devons faire un travail de sensibilisation et de conscientisation dans la société. Ce n'est pas seulement le rôle du gouvernement. Le gouvernement, c'est l'État central qui prend les décisions. Maintenant, chacun à son niveau. Que ce soit dans les églises, que ce soit dans les mosquées, que ce soit dans les écoles, on doit pouvoir enseigner aux garçons. Dans les confréries, dans les fraternités également. Oui, on doit pouvoir enseigner aux garçons que la femme est un être sacré comme eux. Vous ne devez pas violenter la femme. Et les femmes aussi, bon, parfois quand vous écoutez certains hommes, on les frappe parce qu'elles n'ont pas un bon langage. Ça là aussi, ça fait partie de la sensibilisation. On n'a pas besoin de violenter quelqu'un qui a un mauvais langage, mais on peut discuter. Donc, c'est un travail qu'on devait commencer depuis la maternelle. Montrer à la fille et aux garçons qu'ils ont les mêmes droits, les mêmes devoirs dans la société. On n'a pas besoin de violenter quelqu'un. Donc, le gouvernement, il faut qu'on installe un peu partout des brigades. Parce que le sociologue est avec nous. Dans certains milieux, quand votre mari vous frappe, vous ne pouvez même pas pleurer. Vous n'avez même pas le droit d'aller dire aux voisins qu'on vous a frappé. Donc, il y a aussi les réalités sociologiques qui parfois empêchent certaines femmes d'aller dénoncer. Et parfois, quand les gens vont dénoncer, même que vous tombez sur des femmes de bon cœur, ils vont vous dire non, on va l'appeler, on va l'inviter, on va discuter avec lui, il ne fera plus ça. Non, je crois qu'il faut que la police soit associée, il faut que les chefs quartiers, parce que ceux qui frappent les femmes habitent dans des maisons, dans des quartiers. Le cœur a peut-être ses raisons. Il faut que, non, moi je dis, j'ai des filles, le jour où ma fille va se marier, l'homme qui lève la main sur ma fille, je vais récupérer ma fille. Parce qu'il n'était pas là quand j'ai éduqué ma fille, il n'était pas là quand j'envoyais ma fille à l'école. Et si la fille s'oppose? Et si la fille s'opposait vraiment? Alors, Jacques Bokor, on parle de violence faite aux femmes, on parle de discrimination. Désormais, l'Institut est davantage bonifié. Est-ce que, comme vous le disiez tantôt, est-ce que les prochains jours nous réservent d'agréables surprises ou de mauvaises surprises? Est-ce que dans les prochains jours, comme le disait tantôt, il y aura davantage de révélations, de plaintes? Non, mais je pense que avant même le renforcement de l'Institut, il y a d'autres structures privées qui s'en occupent. Il y a des ONG qui sont sur ce terrain-là, d'écoute des plaintes. Il y a Angela Pédia qui est également très active exactement, sur ce terrain. Exactement. Il y a la COSI, par exemple, la COSI Bénin, cette confédération ou centrale syndicale. Vous allez à la Bourse du Travail, là, il y a un centre d'écoute là. Donc, avant même l'Institut, il y a des privés, des structures privées qui sont déjà dans cette lutte contre les discriminations ou les violences faites aux femmes. Donc moi, je pense que
comme le compte-rendu du Conseil des ministres l'a si bien dit, il faut maintenant que l'Institut travaille en synergie avec toutes ces structures pour qu'on réfléchisse à comment arriver à maîtriser ou à contenir vraiment ces hommes-là qui, à la moindre incatade, lèvent la main. Il ne s'agit pas forcément de lever la main, il y a également le harcèlement. Il y a le harcèlement, il y a même les violences verbales, il y a le langage aussi. Les gens parlent du cas de l'administration publique, par exactement. exemple. Ou même... les universités publiques également. Exactement. Donc, dans tous les secteurs, dans tous les domaines, c'est-à-dire que ce soit l'administration publique ou privée, qu'on renforce et qu'on protège davantage la femme qui dénonce, quel sort lui est réservé. Au cas où on va la répudier. Il y a eu un procès il y a quelques jours dans ce sens. Absolument. Donc, c'est pour vous dire que de plus en plus, les femmes osent. Les femmes osent. Je suis d'accord avec mes prédécesseurs qui parlent de pesanteur sociologique ou culturelle qui ne favorise pas la chose. L'environnement, je suis d'accord. Mais il y a quand même des femmes qui de plus en plus osent. Et il faut saluer le travail que font des structures privées, des ONG dans le sens de la sensibilisation. Je pense que c'est un travail de longue haleine. C'est un travail de ça longue finira haleine. pas payer forcément. Donc, souhaitons que les dirigeants, ceux qui vont prendre le lead de cet institut, arrivent à véritablement booster cet institut pour que nous constations son rôle, dans la société béninoise. Alors, ça veut dire que désormais, les chefs d'entreprise, les directeurs généraux doivent davantage être vigilants et faire attention, puisque à Georges Onagounou, il y a cela quelques jours, nous avons une affaire qui a été jugée où le monsieur a été condamné à 3 mois avec 15 millions d'amendes à payer à la femme. Est-ce que, comme le disait la dernière fois un internaute sur la toile, qu'il arrivera un moment où les femmes vont elles-mêmes parfois provoquer des hommes et après aller dire qu'elles dénoncent dans le seul but, dans la seule mauvaise intention de pouvoir peut-être soutirer de l'argent à ce dernier? Non, en fait, il faut séparer les choses. Il y a harcèlement sexuel qui est un phénomène de société. Ouais. D'accord? Et qui n'est pas seulement propre à notre... D'ailleurs, il n'y en a pas ici. C'est pas, ça dit, c'est pas si criard. Mais quand vous... Non, je viens. À partir de quel niveau on qualifie d'harcèlement sexuel? C'est ce chapeau que vous faites souvent porter aux sociologues. Non, vous voulez demander, dans notre société, oui, est-ce que c'est permis? Non, c'est pas que c'est permis, mais à partir de quel niveau on peut dire qu'il s'agit d'un harcèlement sexuel? Non, c'est pourquoi je vous ai dit, c'est un phénomène de société. Et comme il le disait tout à l'heure, il y a même un film qu'on appelle harcèlement social, sorti aux États-Unis. On a regardé ici. Et finalement, on a constaté qu'en réalité, en matière d'harcèlement, il n'y en a pas eu. C'est ce qu'il disait pour dire la femme peut te piéger. D'accord? Donc, mais quand tu viens dans mon bureau et que tu ne fais que tourner ton dos, tu es en train, je peux porter plainte pour harcèlement lorsque tu viens me faire ça. C'est le dos ou les popotins? Hein? Enfin, oui, les deux. Donc, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, je peux porter plainte. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est partout. Même la violence faite aux femmes. Moi, j'ai vécu. Parce que je suis d'une famille polygame. D'accord? J'ai vécu. Et donc, mais aujourd'hui, avec les mutations sociales successives, est-ce que quand on va dans nos villages, on continue de faire ça? Ça me rappelle quelqu'un. Et on montrait qu'on est fort, on est homme dans cette... Je me rappelle quelqu'un, il disait... j'ai demandé à ma femme de me faire manger la pâte, c'est au village, et elle n'a pas fait. Et elle me dit que je suis un python. Quand j'ai regardé derrière, je lui ai montré ce qu'on avait, ce que ça signifie d'être vipère. Vous comprenez ce qu'il avait dit? C'est qu'il a tabassé proprement parce qu'elle n'est pas allée préparer la pâte. Et même dans notre culture, lorsque, je veux pas dire, dans la société ancienne, que ce soit européenne ou ici, mais dans la société ancienne, lorsque vous avez un problème avec votre mari, puisqu'on sait que la femme doit être soumise, les parents, vos beaux-parents vous disent seulement, il faut seulement venir te plaindre à nous. Et quand vous allez vous plaindre à eux, c'est vos parents même qui donnent la punition à la femme chez elle.
Bon, mon père n'est plus là. Moi, je sais que maman était tellement sévère avec mes grandes sœurs qui étaient mariées et qu'il lui arrivait elle-même d'aller. Une fois, elle a porté la mesure. Enfin, bref, elle considère que la femme doit se soumettre à son mari. Parce qu'elle aussi, elle a été soumise. Ça se passe comme ça dans les villages. Mais en tant que sociologue, je me dis que aujourd'hui, et si on demande sur le plateau, puisque nous sommes en train de parler, nous tous comme ça, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui porte la main sur sa femme? Je ne sais pas quelle réponse vous allez donner. Moi, je ne porte pas. Moi, je ne porte pas la main sur ma femme. Oui, en dehors des violences. Donc, c'est pour dire, même dans les pays européens, vous allez voir, en France, chaque année, on donne le chiffre de femmes tuées par le fait de violences faites aux femmes. C'est facile pour un homme de prendre un fusil et de tuer sa femme à la maison. Cette violence-là, elle est plus forte que la violence que nous vivons chez nous ici. Moi, je le dis toujours pour dire, c'est bon, un homme, ça peut être peut-être pas accident, qu'il ait porté la main à sa femme et que peut-être la femme ait piqué une crise en ce moment-là. Donc, c'est un phénomène mondial contre lequel il faut lutter. Si notre gouvernement prend la responsabilité de dire cet institut existait, mais ne fait pas bien son travail, c'est d'ailleurs l'institut-là qui peut aller dans les villages, sensibiliser les femmes et sensibiliser les hommes surtout pour dire, la femme, elle est aussi un être humain, comme le disait Alphonse, comme vous n'avez pas le droit de lui porter la main là-dessus. C'est un problème d'éducation, un problème de sensibilisation qui fait que l'institut a du pain sur la planche lorsque le gouvernement manifeste la volonté et lui met les moyens à disposition. Il met les moyens à disposition. Alors, Alphonse Soudé, tout à l'heure, vous avez parlé de brigades, de mise en place de brigades, et qu'il y a des centres d'écoute pour recueillir quand même les plaintes, mais le véritable travail, c'est que cette lutte soit véritablement efficace, efficiente. Est-ce que dans nos administrations, est-ce que dans nos universités publiques, est-ce que vous pensez qu'avec les attributs, les nouveaux attributs de cet institut, que les violences et discriminations faites aux femmes vont réduire considérablement? Non, je crois que il faut la veille citoyenne. Vous savez, dans l'espérance également que les femmes ne pérennissent pas également le phénomène. Dans l'administration, il y a des macros qui facilitent le harcèlement sexuel. Il y a des gens qui cautionnent ça, qui supportent ça, qui protègent ça. Et je dis, il faut que chacun... Et il y a des femmes aussi qui sont partisanes de ça. Mais oui, parfois, vous savez, dans l'administration, qu'est-ce qui se passe? Quand une collègue va se plaindre à une de ses doyennes pour dire, bon, le patron me harcèle, il va dire, ben, laisse tomber, je vais lui parler, il ne te fera plus ça. Non, c'est pas comme ça. Il faut qu'on dénonce ça. Parce que si on ne dénonce pas, le phénomène va empirer. Il faut que chacun prenne. Certains vous diront, bon, un monsieur me disait hier, en réalité, il faut demander aussi aux femmes de s'habiller décemment. Là aussi, il y a le problème. Parce qu'il y a des gens, tout le temps dans leur pantalon, ça bouge. Tout le temps, dans leur pantalon, ça bouge. Il suffit que la femme malade... En voyant quelque chose. Ben oui, quand la femme passe devant, bouge ses popotins, et puis bon, elle a ses nichons qui sortent à travers son soutien-gorge, il y a certains qui ne le supportent pas. Il faut voir aussi le code vestimentaire. Ça bouge dans leur pantalon. Donc, il faut dans les administrations. C'est ça. Aller au boulot, ce n'est pas une soirée de gala. Soyons clairs. Moi, je commence par constater un phénomène où tout le monde, pratiquement, sur 10 femmes, 7 le matin, on se trouve des foulards, on porte de petites jupes, et puis on a toujours des foulards. On vous a obligé à porter les petites jupes. Justement, ça vous séduit les patrons au boulot. On vous dira que vous êtes de l'autre époque. Non, c'est pas question de... On n'a pas le droit de se faire belle. Non, attends, se faire belle ne veut pas dire que exposer les parties intimes de son corps. C'est relatif. Écoutez, absolument. Si je suis à la maison avec mon épouse, elle peut porter des petites culottes. Moi, ça ne me gêne pas. C'est mon épouse, on est à la maison. Elle ne va pas vouloir sortir pour aller au marché porter petites culottes. Je ne fais pas ça souvent. Ben, il y a des gens qui portent des... Attention, ne le dites parce que on voit. Je suis à la maison avec mon mari, je peux porter ce que je veux. Mais quand je vais aller dans l'administration, je sais qu'il y a des pervers, il y a des tordus dans l'administration. Je prends mes responsabilités pour ne pas qu'on me dise après que c'est nous-mêmes. Est-ce que c'est d'abord, est-ce que c'est un peu nos administrations? Oui, est-ce que c'est d'abord quel commentaire faites-vous sur le code vestimentaire des femmes? Exactement. Est-ce que c'est dans le code vestimentaire forcément? Vous voyez, on a voulu pallier la chose. Et dans les écoles, on a même dit aux filles, vous n'allez plus vous tresser. Désormais, le public, vous coupez les cheveux. Vous coupez vos cheveux. Et même des privés ont copié ça. Et pourtant,
Mais vous êtes tendance à savoir que, l'actualité, de plus en plus, c'est que tel directeur d'école a violé une fille au CM1, au CM2. Justement, comme le directeur Et même au secondaire, et même à l'université. Est-ce que c'est pas dû au code vestimentaire? Non, moi je dirais non. Je dirais non, c'est relatif ce que vous dites. C'est qu'il y a des filles qui se coiffent à ras même, sans boucle d'oreille, et pourtant. Oui, elle peut se coiffer, mais porter une tenue qui. Mais c'est pour vous dire que, en fait, ce n'est pas. Non, mais la tenue kaki, désormais, vous ne voyez pas ce que ça représente. Ce n'est pas ici qu'on porte la tenue kaki. Et pourtant, donc, c'est pour vous dire que, bon, il y a même des métiers. Il y a même des métiers. La tenue kaki peut être longue, mais lorsque. Il y a même des métiers qui vous imposent. Il y a même des métiers qui vous imposent une certaine tenue vestimentaire. D'être nu? Ce n'est pas une question de nudité. Alphonse Moïse Soudé, non. Quand vous êtes servi dans une boîte de nuit, par exemple. Quand vous êtes servi dans un bar VIP, vous pouvez voir ça. Vous pouvez voir ça. Non, mais Kader, vous pouvez voir ça. Hein, et vous concentrer. Mais lorsqu'on parle de service en boîte de nuit, nous avons dans nos administrations publiques des fonctionnaires, même des stagiaires, qui s'habillent comme s'ils allaient à des boîtes de nuit ou peut-être non, mais lorsque je suis chef service et que je vois que une collaboratrice ou bien une stagiaire qui vient et qui s'habille d'une manière, c'est peut-être en rigolant, mais moi je dis toujours... a décrit un phénomène tout à l'heure. Est-ce que vous avez fait le constat que majoritairement aujourd'hui, les jeunes femmes, les jeunes dames, les jeunes filles, pour juste prendre le taxi moto, ont forcément besoin de foulard? Oui, non. Non, mais moi, je vais vous dire quelque chose. Les collègues qui enseignent dans les universités, moi, je dis souvent, quelle torture psychologique. Parce que l'homme, c'est naturel chez l'homme. Lorsque la femme, elle est bien habillée, lorsqu'elle est habillée d'une certaine manière. Vous savez qu'il y a des églises où on dit que la femme n'a pas le droit de porter pantalon. Oui. Vous n'êtes pas au courant. Il sait ça, Alphonse. Vous n'allez pas à l'église. On ne porte même pas boucle d'oreille. Donc, oui. En islam aussi, c'est ouais, non, mais c'est pour. Dans le temps, c'est pour que les femmes n'arrivent pas à mener. Les femmes n'amènent pas les hommes à passer de l'autre côté que cette disposition était prise. Mais lorsque j'arrive dans une salle de classe et que vous voyez la fille, elle est habillée de façon très pimpante et tout, vous pensez que vous avez encore la tête. Est-ce que c'est être habillé de façon pimpante ou être habillé de façon à laisser entrevoir ses parties intimes? Vous faites la différence entre les deux? Oui, justement, attendez, on est bien habillé, rayonnante, sans quand même attirer un regard vicieux. Nous sommes en train de parler de l'émancipation de la femme. Hein. Je ne voudrais pas qu'au même moment, on mette la femme sur le banc des accusés. Reconnaissons quand même qu'il existe des hommes pervers. Oui, justement. Il existe des hommes pervers. Et que, quel que soit, et comme il le disait, quel que soit l'habillement de... Vous voyez cette fille au CM1, au village, elle s'habille comment? Elle porte que kaki. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle sera violée par le professeur? Moi, j'aime... Est-ce que vous avez revu davantage la nature des tenues kaki dans le jeune sœur? Parce que moi, j'en vois tous les matins. En fait, c'est qu'il y a... Il est enseignant dans un collège. Le blanc qui se pose. Voilà, c'est eux qui souffrent. Je rends visite à Alphonse Moïse Soudé, mais je vois des tenues que portent, par exemple, de jeunes écolières qui ne sont pas les tenues de leur âge. Oui, quand votre jupe, bien votre robe ne dépasse pas votre genou, vous retournez chez vos parents. Oui, justement, il y a les tenues qui dépassent le genou. Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, non, là, c'est le pervers, ça. Non, pas le pervers. Ça part de la maison. Mais est-ce que vous pouvez voir sans faire? Ou sans oui, vous c'est intéresser ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas obligé. Il y a des gens, je l'ai dit, je répète, il y a des gens, dès qu'ils voient des popotins bouger, ça bouge dans leur pantalon. Qui n'ont pas leur self-control. Un homme, c'est la maîtrise. Ça, c'est des marginaux de la société, ça existe. Ça, c'est dans l'administration, vous voyez. Je déplore le cas des stagiaires. Il y a des hommes ils sont plus rapides que le culic. Tout ce qui passe devant eux, ils doivent tirer là-dessus. C'est pas bon. Parce que la femme que vous harcelez, c'est la femme de quelqu'un. C'est la fille de quelqu'un. C'est la mère de quelqu'un. La femme porte plainte et l'État intervient. Vous avez aussi peut-être une fille. Et on profite du fait que la femme a besoin de ce travail-là pour vivre. Pour la harceler régulièrement. Et voilà des femmes qui rentrent tout le temps en train de pleurer, et
qui n'ont pas de promotion. Merci. À qui on demande à si vous, on exige le droit de Alphonse puissance. Moïse C'est pas Soudé. normal. Il Je faut que crois le l'État sujet est assez vaste. l'État Nous n'avons pas le commence temps par punir, d'opiner dessus. qu'on installe dans Et tous puis- les ministères, et puis, nous sommes dans un l'administration mouvement. Cette des brigades se de passe contrôle. aujourd'hui parce que nous sommes dans un mouvement. Nous sommes dans un mouvement où l'impunité, on est en train de chasser l'impunité. Et donc, les gens qui se taisaient, vous allez voir, vont commencer par parler. Justement. Moi, j'ai lu un truc sur les réseaux sociaux dans la semaine. J'ai coulé les larmes. Voyez-vous, une étudiante qui a quitté ses parents et qui était sur la route en train de partir. Soundja ou bien quelque chose. Que Péja a dénoncé. Non, Ce sont des femmes encore qui l'ont insulté, qui ne l'ont pas soutenu. Oui, bien sûr, je sais. Ce que je dis même, c'est que, voyez-vous, cette étudiante qui, c'est Soundja ou bien, enfin, quelque part, et elle rentrait vers 17h. Et deux jeunes hommes se sont drogués, l'ont abordé, et tout de suite, ils lui ont passé des euros sur les yeux et ils l'ont emporté dans la bourse. Mais c'est une jeune fille, vierge. Et là, elle dit, ils m'ont arraché ainsi ma virginité. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, la police de cette zone-là, les chefs quartiers et tout, doivent chercher cette zone. Tous les jeunes qui ont les yeux rouges, il faut les prendre et chercher à savoir. Parce que cette jeune fille s'est perdue à jamais. Parce que moi aussi, j'ai des jeunes filles. Moi aussi, j'ai des enfants. Imaginez, vous savez, chaque fois que je sors, chaque fois que ma fille sort à Paris, je reste vigilant pour qu'elle puisse revenir. Parce que j'ai peur. J'ai peur qu'un homme ne l'aborde en chemin. Et parfois, je dis à ma fille, non, ne fais pas cette coiffure-là. Sinon, ça va les attirer. Et ça, c'est en plein. Ça aussi, c'est participatif. Je pense que le verdict dont vous parliez tantôt, ça contribuera également à une 15 millions d'amendes. Oui, 15 millions d'amendes si vous devez débourser 15 millions d'amendes. Et j'espère aussi que c'est pas parce le monsieur a une surface financière, je sais pas. Assez vaste. Non, c'est que dans ce domaine-là, ce monsieur-là, si on connaît son origine, Jacques, ils ont l'habitude de maltraiter nos jeunes filles, il faut le dire. Quand vous travaillez chez eux, c'est des champions en ça. Moi, j'ai déjà connu une cuisinière. Xénophobie ici. Non, c'est pas ça. Mais moi, j'ai connu une cuisinière. Comment on appelle ça? C'est cuisinière, c'est ça? Qui travaille chez... Ménagère. Non, c'est pas ça. Cuisinière, elle lui fait à manger. Okay. Donc, et qu'on lui dise, chaque fois que il revient parce qu'il avait sa femme. Chaque fois qu'il revient, il veut toujours aller dans la chambre de la bonne pour dire il faut donner. Quand elle ne donnait pas, on a baissé son salaire. Et finalement, on lui a dit de partir. Quand elle m'a appelé, j'ai dit va à la police et va dire ça là tout de suite. Et je vais suivre après. Mais c'est pas possible. Donc, la justice, c'est vrai. En voulant donner des hommes, peut-être faire l'essai, mais il faut le faire. Et nous n'allons pas finir aujourd'hui avec cela. Justement, il y a d'autres sujets qui nous ont réunis ce matin. Georges Anagono, merci. Alphonse Moïse Soudé, je me retourne vers vous. Les réformes universitaires, quel est votre commentaire dessus? Moi, je dis une chose. Je suis heureux. Parce que moi, avant d'aller étudier à l'extérieur, j'ai fait 4 ans à Bomé-Calavi. Et quand je vois le tableau peint par Madame la ministre, vous voyez, il y a des professeurs qui... Est-ce que vous rappeler un peu quelques grandes lignes? Oui, c'est-à-dire qu'il y a des professeurs qui ne mettent jamais à jour leurs cours, c'est-à-dire que c'est les mêmes cours qu'on enseigne aux étudiants sur plusieurs années. Il y a des professeurs qui sont spécialistes du harcèlement dans les amphis. Il y a des professeurs qui ne supportent pas la contradiction. Il y a des professeurs qui n'évoluent pas dans les recherches. Donc, désormais, il faut que les professeurs soient évalués. Quand tu sais que tu dois être évalué, moi, dans la forme, je n'ai aucun problème contre les réformes parce que nous avons besoin d'universités performantes. Nous avons besoin d'universités qui puissent concurrencer avec celles de l'extérieur. Et pour cela, il faut des réformes. Ce n'est pas la peine d'être réfractaire aux réformes. Parce que vous voyez, on dit que nous sommes dans le système LMD. Vous rentrez dans des amphis qui sont bondés. C'est pas possible. C'est pas les principes du système LMD. Le professeur vient, il vous fait le cours magistral. Il ne supporte pas la contradiction. Il ne vous permet même pas d'instaurer le débat. Donc, désormais, il faut que l'État est prêt à investir. Quand on veut investir, c'est qu'on prend les dispositions. Moi, je dis, il faudrait que les professeurs d'université accompagnent les réformes. J'ai déjà vu, on a dit que les syndicats disent niet aux réformes. Non, c'est pas ça. On ne sont pas des conservateurs. Parce que quand vous quittez, moi, quand j'ai fini mes études ici après, j'enseigne, puis je suis retourné à Dakar, systématiquement, j'ai vu la différence.
j'ai vu la différence. C'est là-bas que j'ai vu pour la première fois, depuis que je suis né, qu'on a donné 18 années de soutenance. Alors que dans mon pays, je n'avais pas vu ça avant de partir. Les querelles entre les enseignants se portent au grand jour en défaveur de l'étudiant. L'étudiant n'en est pour rien, mais parce que le président de jury et son maître de mémoire ne s'entendent pas, on vient sacrifier l'étudiant. Ça ne se passe pas comme ça. Donc, il faut que les gens acceptent que les normes, que le Bénin se mette aux normes exigées aujourd'hui. Si un professeur n'est pas capable, ce n'est pas parce que j'ai la thèse, je suis professeur agrégé que je suis obligé d'enseigner. Si un professeur n'est pas capable de maîtriser les principes pédagogiques, si un professeur n'est pas capable de mettre à jour ses fiches, si un professeur n'est pas capable d'être à la pointe de la technologie et libérer le savoir, il faut libérer le savoir parce que dans notre université à Calavi, on ne libère pas le savoir. On maintient les étudiants, on les forme au rabais, voilà. Hein. Alors qu'ailleurs, le professeur, il dit allez sur tel site, tel document, et il n'a pas peur que l'étudiant défasse le débat avec lui. Donc, je crois que ces réformes-là, maintenant, il ne faudrait pas qu'on profite de ces réformes-là pour faire des règlements de compte. Parce que l'inquiétude de la plupart de ceux qui parlent, c'est ça. Il ne faudrait pas qu'on profite de ces réformes-là pour faire des règlements de compte. Il faut faire les choses équitablement pour que chacun puisse retrouver son compte dans ces réformes-là. Dans ces réformes-là. Alors, Jacques Boko, est-ce que selon vous, ces réformes étaient opportunes? Oui, je pense bien. Hein, quand on suit le diagnostic posé, on n'est pas étranger à ce qui se passe sur nos campus et particulièrement à l'université d'Abomey-Calavi. Je pense qu'il n'y a pas à nier tout le tableau peint. Hein. Il y a que c'est réel. C'est réel lorsque, vous voyez, il y a des assistants même de certains professeurs qui sont plus forts que les professeurs même. Ah oui, en matière de surveillance, en matière de cours qu'on vous donne, ah oui, ils sont plus puissants que ces professeurs titulaires même. Donc, il y a que désormais, il n'y aura plus les assistants. On va finir avec ça. Il n'y aura plus de cooptation. Hein. Vous n'irez plus désormais sur le campus parce que vous avez un parrain qui vous insère dans le système. Je pense que c'est pour le bien des étudiants. Pour établir l'égalité et l'équité. Je pense bien. Il faut... Et puis les enseignants désormais seront suivis, seront évalués. J'ai pu lire qu'il y aura un organe d'éthique qui, au-delà de l'aspect académique, pourra apprécier l'aspect moral et le comportement de certains professeurs. Je pense que c'est une bonne chose. Ce qui m'a plu. Et puis, on devait déjà voir le gouvernement venir. Hein. Le chef de l'État, lors de la tournée, n'a pas hésité à jeter un gros pavé dans la mare des enseignants de l'université. Hein. L'autre chose, c'est que depuis un moment, c'était l'élection des douaniers. Mais la rupture a mis fin à ça et a nommé des douaniers à la tête de certaines facultés, de certains départements. Donc, certainement, c'était dans la perspective de ces réformes-là. Le recteur Maxime Dacruz également a fini depuis, mais il est maintenu au poste. Il joue les prolongations. Donc, c'est à juste titre. Il n'y aura plus d'élection de recteur? Il n'y aura plus d'élection de recteur. Désormais, lorsque vous avez une vision, lorsque vous avez un programme pour l'université, vous allez avec votre dossier, vous passez devant une commission, vous défendez votre dossier et au regard de la pertinence du dossier, je pense qu'on doit retenir, comme ça se fait pour le directeur général de l'OETB. On veut dépolitiser la désignation des on envoie 3 noms au gouvernement et le gouvernement choisit dans le lot. Bon, je pense que ce qu'il faut saluer, c'est que j'ai appris que ce sont les acteurs même du sous-secteur de l'enseignement supérieur qui ont piloté
le dossier. La commission est constituée d'acteurs du secteur. Donc, ça veut dire que ce sont les acteurs. Ça a été effectué de façon concertée, en fait. Disons, c'est une approche participative, Et inclusive, ce que nous avons souvent demandé. Le gouvernement n'a pas imposé quelque chose. La commission a déposé un rapport et puis il y a même un séminaire qui a statué, amendé les propositions faites dans ce rapport. Mais ça n'a pas suffi. Parce que depuis hier, vous avez suivi des réactions, sinon 2 réactions, et pas des moindres. Quand vous parlez de Brice Saint-Saint, c'est quand même une icône. Voilà. Il a géré l'université, professeur titulaire, honoraire même, disons. Et le professeur Michel Bocor également, ils sont d'accord, mais ils ont émis des réserves. Je pense que comme ce n'est pas encore mis en œuvre, il faut tenir compte de ces propos, de ces observations. Parce que quand on me dit, oui, je vais défendre mon dossier et on me retient et le gouvernement me nomme, c'est mon programme d'action qu'on a retenu. C'est ce que j'entends faire pour le développement de l'université que je dois mettre en œuvre. Mais on a expliqué, on a lu le professeur Doji Amozouvi qui a dit qu'il y aura un conseil d'administration qui va coiffer le recteur. Mais l'inquiétude, c'est que est-ce que c'est la vision du conseil d'administration qui sera déployée désormais? Donc, je pense que c'est pertinent. Il faut peser le pour et le contre pour qu'il y ait moins de remous. Confusion qui s'installe dans les esprits. Exactement. Et puis, ce qui m'a également plu, puisque c'est généralement la pomme de discorde, on a dit que les avantages sont maintenus. Espérons que vraiment, par rapport à ça, il n'y aura pas d'autres remous. Et bon, moi, j'adhère totalement parce que il faut que l'université maintenant soit plus performante, que le blason de l'université soit redoré. Franchement, parce que, bon, il y a tellement de tas, même si cette université a fait beaucoup pour ce pays. Georges Anagolo. Vous êtes en train de... Au fait, vous me demandez d'apprécier cette question-là et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je retourne dans les années 93, 94, même 92. Parce qu'en fin de compte, la question de l'élection du recteur et des doyens, c'est des acquis de longue lutte. Nous avons lutté à l'université pour réclamer que les recteurs, les doyens soient élus par leur père. Et les règles, moi j'ai fait partie de la commission électorale, de la première commission électorale des doyens à l'Université nationale du Bénin. Donc, lorsque nous avons lutté pour obtenir ça, et qu'aujourd'hui, on dit non, retourne à la nomination, on a comme l'impression qu'il y a une régression sociale. Il y a une régression sociale. À ce niveau-là, je voudrais dire... Mais je ne vous interromps pas. Même les acteurs, j'ai lu la réaction du professeur Saint-Saint qui a dit que l'élection, même à l'international, s'est dépassée. C'est dépassé parce que d'abord, vous voyez, ça nécessite beaucoup d'énergie et beaucoup de moyens aussi. Parce que on parle d'élection, mais c'est hautement si Jacques est gentil, comme je l'ai laissé. Lorsque moi je vais vous dire, lorsque on passait à l'élection, on est passé à l'élection des doyens. Moi je me rappelle que au campus, nous étions c'était à l'élection du doyen de la faculté agronomique que des politiques sont venus. Parce qu'avant, comme il n'y avait pas élection, on les nommait et il y avait des professeurs titulaires qui étaient là, qu'on laissait et qu'on nommait ceux qui n'ont pas leur truc là, n'ont pas encore leur thèse d'état, qu'on nommait doyen. D'accord? Et lorsque la règle de l'élection est venue, ceux-là ne pouvaient plus être candidats. Et vous savez, le jour même où on était en train de faire les élections dans la salle, ils sont venus pour faire arrêter les élections. Et je me rappelle, le professeur Zanouvi avait dit non, nous sommes dans un processus
Et au cours du procès, on ne peut pas arrêter. Avec la nomination des recteurs, mais pas. Non, mais attendez, vous avez laissé les autres. Oui. Comme je fais cela. Oui, et il faut souvent faire très attention pour ne pas dire que le mal est toujours chez nous. Les trucs d'assistants, même en France, vous voyez le professeur Joël Aïvo, à Lyon, on appelle ça à terre. Même Mouyovoui, et le professeur Mouyovoui Jean-Claude a eu à faire ça. Ou, avant de soutenir votre thèse, puisque votre professeur a vu votre niveau et a vu comment vous avancez dans le travail, on vous permet de commencer par donner les cours déjà. Moi, dans mon labo, il y avait déjà que nous étions en DEA, mais des gens qui assistaient notre directeur de labo pour la soutenance de maîtrise. C'est pour dire quoi? Mais est-ce que ce n'est pas l'idéal? Est-ce que ce n'est pas l'idéal que vous peignez là? Il faut faire très attention lorsque nous rentrons dans le domaine de la science. Oui, je suis d'accord avec vous. Nous rentrons dans le domaine de la science. Vous l'avez dit, nos professeurs ici à l'université ne sont pas des cancres. Ils ne sont pas des restes. D'accord? Il y a CAMES qui évalue les professeurs. Qu'est-ce que je voudrais dire? Lorsqu'on veut aller à une réforme comme ça à l'université, il faut porter les gants nécessaires. Nous sommes dans le milieu de la science ici. Et, comme on le dit, c'est le haut niveau de savoir. Vous vous rappelez d'une histoire pareille qui était arrivée dans ce pays, où je pense à la racialité ministre et tout ça, où on avait dit que pour l'avancement dans l'administration publique, qu'il fallait des annotations. Oui, avancement, vous vous rappelez? Avancement au mérite. Et vous vous rappelez des arguments qui ont été développés pour aller contre ça. Parce que nous sommes des hommes. Moi-même qui suis ici, dans mon service, lorsqu'il était arrivé de dire on va commencer par noter les travailleurs avant qu'ils aient ce qu'on appelle plus de rendement. Au début, comme protestataire, je me retourne toujours à mes années étudiantes, j'étais contre. J'ai dit, mais c'est pas possible. Si le chef de service ne t'aime pas, il va pas te donner une bonne note. Nous sommes ce que nous sommes et nous restons ce que nous sommes. C'est pour ça que je suis d'accord qu'on puisse demander. Et moi, j'ai dit d'ailleurs que les poissons aujourd'hui doivent souffrir plus que ceux d'hier. Pourquoi? C'est vrai, nous, à notre temps, le poisson il y en a pas tous. Il y en a quelques-uns qui venaient avec leur thèse. Et qui commençaient par nous lire la thèse. Moi, après arriver en France, j'ai retrouvé plusieurs thèses. D'accord? Certains. Mais les jeunes poissons qu'on avait, comme, je ne vais pas donner de nom, mais qui sont devenus, il y en a qui sont déjà à la retraite, qu'on avait, étaient obligés d'être au fil de la science. Parce que, aujourd'hui, si tu vas dans un amphi et que tu veux enseigner aux étudiants, lorsque tu donnes tes programmes, je pense qu'il y a des étudiants qui, même dans l'amphi, peuvent ouvrir Google et commencer par chercher ce que tu dis là. Et donc, un professeur, à cette heure-là, est obligé d'être à la page, est obligé d'aller fouiller, de faire les recherches avant de venir devant les étudiants. Sinon, il sera dépassé par rapport à ce qu'il est en train de dire. Donc, le recyclage des professeurs, il faut leur donner aussi les moyens de pouvoir s'améliorer, de pouvoir se mettre à jour. Exactement. Ça, c'est nécessaire. Parce que, vous savez, ceux qui instaurent cette réforme-là aujourd'hui, ils ne seront pas toujours là. D'accord? Ils ne seront pas toujours là. D'autres viendront. Vous savez, quand on avait dit la démocratie, c'était une belle chose, en 90. Mais nous nous sommes permis parce que rentrer dedans, nous nous sommes permis les extrémités possibles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faudrait qu'on puisse d'abord travailler sur l'homme. Ceux-là qui vont évaluer, ceux-là qui vont faire cela. Parce que c'est comme si on trouve aujourd'hui que CAMES ne fait pas bien son travail. Et pourtant, mais monsieur Anagono, ma préoccupation, c'est que j'ai relevé un point important. On nous a dit que ce sont les acteurs eux-mêmes qui ont fait ces propositions-là, qui ont été passés, disons, à la loupe. Vous savez que l'admission à la faveur du séminaire. Il y a étude de dossier. Il y a le conseil scientifique qui se réunit aujourd'hui avant de donner votre dossier. Et c'est pourquoi je dis qu'il faut prendre en compte les biais qui sont en train d'être relevés par les spécialistes du secteur. Le temps qui nous est imparti. Je me retourne vers vous, Alphonse Missoudé, qui était resté les bras croisés tout à l'heure pour... Non, mais moi, si j'avais les bras croisés quand il parlait... Pour vous interroger, savoir quelles sont vos appréciations face aux nouvelles mesures qui ont été prises, j'allais dire, par le gouvernement face à l'augmentation des cas de Covid-19 au Bénin. Nous avons aujourd'hui samedi un grand concert d'un artiste, pas des moindres, qui est aujourd'hui à Cotonou, avec ces mesures qui ont été prises par le gouvernement. Juste à poser, quelle analyse vous en faites?
Non, vous voyez, moi je dis toujours qu'il y a des Béninois qui ne croient pas encore à l'existence de ce mal. C'est grave. Il y a des Béninois qui croient encore que bon, la Covid-19, mais c'est un machin qu'on distille. Non. D'où le pass sanitaire. Oui, et les gens ne se protègent pas. Tout à l'heure, en venant dans votre studio, j'ai vu des gens, j'ai vu une famille, maman avec ses deux enfants sur la moto, sans cache-nez, quoi, tranquillement, et puis le zème, il s'en foutait. Les gens continuent de se retrouver dans les grands groupes, les gens continuent de faire à gauche sans aucun geste. Barrière disent que non, c'est la maladie des yovos. Et même quand on parle de vaccination, et tout à l'heure, quelqu'un m'a envoyé un document où on dit non, tu prends le vaccin, tu meurs dans 200. Et puis bon, moi, je crois. Il y a aussi une polémique autour du vaccin. Exactement. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, je dirais à mes compatriotes que les gens fassent attention. Ceux qui ont souffert de la Covid, attention, moi j'ai souffert de la Covid, j'ai fait de la Covid. Et je sais ce que c'est. Quand je vois les gens s'amuser avec leur vie, mais vous mourrez à petit feu dans votre chambre parce que personne ne s'approche de vous. Donc je voudrais dire aux Béninois que, attention, le mal existe. Et quand ça vous prend, c'est que vous êtes isolé de votre propre famille. Moi, quand j'étais malade, écoutez, on me déposait la nourriture dans le couloir, j'allais chercher. Et quand tout le monde sort, je suis obligé de noter tous les endroits par où je suis passé. Quand on revient avec de l'eau javelisée, on nettoie, c'est pas facile. Donc je ne voudrais pas que les gens continuent de banaliser le mal. Ce mal existe. Et si vous faites le con, vous pensez que bon, c'est un petit palu, vous allez mourir. Il y a des gens qu'on envoie régulièrement à l'ADA. Donc vous approuvez? J'approuve. Et je crois que sanitaire. moi je dis, il faut commencer par mater les gens. Il faut mater. C'est pas bon. Parce que de ta santé dépend la mienne. On va mater comme l'autre monsieur. On vous oblige. Parce que, je vais vous donner un exemple. Vous arrivez dans le feu tricolore, les gens sont à 3 sur une zone, sans cache-nez. Le policier est là. Systématiquement, il devait arrêter ce zème-là. On laisse faire. Personne. Quand tu interpelles quelqu'un pour dire, mets ton cache-nez, il te prend parti. On a dit cache-nez, regardez bien. Ça, les gens laissent ça au niveau du menton. Ou bien les gens protègent leur bouche, jamais leur nez. Quand même, le mal existe. Faisons attention, sinon on va se lever un matin et les gens vont mourir à la chaîne. Jean-Jean Agono, est-ce que vous approuvez également le pass sanitaire? Oui, nous, mais le pass sanitaire, et tous les matins, vous suivez et des débats, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre tous les jours. Ce que je voudrais dire, c'est que Covid-19 est venu intervenir sur l'organisation sociale de tous les pays. De tous les pays. C'est ce qu'on craint aujourd'hui, ce qu'on crie aujourd'hui et qu'on dénonce certains dans les pays développés, c'est que Covid-19 a permis de restreindre la liberté des gens. Parce que circuler effectivement sans cache-nez dépend de ma liberté. Mais depuis que Covid-19 on dit que toi, étant libre, tu peux contaminer l'autre, on te fait l'obligation alors. L'obligation, à partir du moment où vous faites l'obligation, la liberté personnelle est en jeu. Et ça, ce n'est pas le Bénin qui invente ça. C'est dans même les pays développés qu'on oblige. On dit désormais pour aller au restaurant manger, vous devez montrer que vous avez déjà fait votre vaccin. Mais justement, autour du vaccin, il y a une polémique autour du vaccin. Depuis la question du pass sanitaire, moi j'ai suivi surtout en France, dans une journée, on a fait près d'1 million de vaccins. Sinon plus d'1 million de vaccins. Alors que quand on n'avait pas l'obligation de pass sanitaire, et on appelle même les gens, on a été obligé de jeter des doses de vaccins. Mais est-ce que les populations ne sont pas réticentes face au vaccin? Vous savez, la particularité du gouvernement béninois, la particularité du gouvernement béninois, c'est que le gouvernement béninois a souvent pris des mesures successives qui ont permis de lutter d'une manière peut-être pas efficace. Mais moi, j'ai vu même des Européens citer le Bénin en exemple pour dire ceux-là, ils ont pris des dispositions qui leur ont permis de contenir la maladie. Donc, si le gouvernement prend les mesures de passe sanitaire aujourd'hui, moi, je ne fais qu'encourager le gouvernement à aller dans ce sens-là. Parce que vous savez, le samedi dernier, nous étions à une fête. Et je demande d'après un ami avec qui j'ai parlé la semaine d'avant. Et on m'a dit qu'il est à Alada. Vous voyez, la fête, c'est-à-dire qu'il y en avait plein, mais j'étais obligé de vite partir, parce que quand on dit que vous êtes à Alada, là, c'est que vous êtes déjà passé dans un cas grave. Mais c'est quelqu'un
qui vivait et qui trouvait que même quand il était un peu malade, on lui a dit non, moi c'est pas sûr, le Covid ne va pas m'atteindre et tout ça. Non, le Covid peut atteindre tout le monde. Covid peut peut atteindre tout le monde. atteindre Et tout ceux le monde. qui n'ont pas encore fait leur vaccin, Jacques le gouvernement Bocor. fait l'effort de mettre le vaccin à dispo. Il ne faudrait pas qu'on Il y trouve aura que davantage non, de centres de vote, on de va centres de mourir dans 2 ans. vaccination, j'allais dire. Ceux qui disent qu'on va mourir dans 2 ans, là, les pays dans lesquels on lutte contre ce qui va détruire la vie de l'homme, c'est ces pays-là où les gens se vaccinent plus. Quel est le problème du Béninois? Quel est Jacques le problème Bocor avec moi va pour peut-être que tu viennes vous me répondre. rendre Quel est le malade? problème du Béninois? Et ce jour, nous avons un concert en vue. Est-ce que cette mesure gouvernementale peut quand même influer sur le nombre de personnes qui seront attendues? Non, tout de suite, je vous dirais non. Parce que pour la finale de la Coupe de la Confédération qui a eu lieu au stade, on a dit pas d'entrée si vous ne faites pas le test. Mais des gens sont allés sur le match. À un moment donné, on a laissé tout le monde entrer parce que beaucoup n'y étaient pas. C'était d'abord la nuit et il faisait frais. Donc, là déjà, c'était mal parti. C'est pour vous dire que c'est effectif. Il y a un relâchement. Il y a un relâchement Terrible. à tous les niveaux, même au niveau du gouvernement. Vous savez, à un moment donné, le gouvernement ne faisait même plus de points, disons, au quotidien. Si ce n'est pas le dernier conseil des ministres en date qui a parlé de 8300 cas, avec 8100 et quelques guéris et 107 ou 108 morts. Non, je pense que ailleurs, on parle déjà de 3e vague. En Tunisie, il y a au moins 7000 cas de contamination par jour. En tout cas, dans la zone maghrébine. Et ils ne sont qu'en 12 et 13 millions. Exactement. Les hôpitaux sont débordés. Il y a même un directeur d'hôpital qui a fondu en larmes parce qu'il n'y a plus d'oxygène. Et c'est hier ou avant-hier que la France a dû aller au secours de la Tunisie. Donc, effectivement, il y a regain, il y a flambé de cas de contamination. Justement par rapport au vaccin, est-ce qu'il y a un vaccin? Oui, surtout il y a cette polémique où les gens disent qu'ils ont été vaccinés, mais malgré ça, ils rattrapent encore la Covid. Surtout que des scientifiques ont dit ou ont, disons, émis une hypothèse que la fraîcheur pourrait favoriser la propagation du virus. Donc, faisons attention. Cet été, on est en train de Je suis d'accord que le gouvernement le variant exactement Delta se soit réveillé pour en appeler à une prise de conscience. Et le gouvernement est allé jusqu'à dire oui, on peut désormais imposer le vaccin comme passeport pour accéder à des lieux de manifestation. Bon, et comme vous le dites, on a dit qu'on va installer désormais des centres de vaccination dans les communes, en tout cas pour rapprocher ça des populations. La polémique, elle est justifiée parce que, vous voyez, cette bataille entre vaccins, on dit que c'est elle qui est efficace. On dit même qu'il y a des officiels qui ne prennent pas AstraZeneca. Voilà, donc il y a cette polémique. Ah oui, qu'il y a des officiels qui ne prennent pas AstraZeneca et que AstraZeneca, c'est pour la basse couche, etc., etc. Donc, il faudrait qu'on arrive à déconstruire cela de la tête des gens pour que les gens s'intéressent davantage. De toutes les façons, je pense que il faut qu'on y travaille, surtout les scientifiques, parce que, ouais, je dirais jamais un vaccin n'a fait autant de polémiques dans l'opinion. Donc, et surtout avec ces histoires dans les pays de l'Union européenne où c'était mal parti avec des cas de coagulation. Donc, je pense que c'est ça qui a rendu la prise du vaccin difficile, surtout dans les pays africains. Merci à vous, Jacques Bocor. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du quotidien Matin Libre. Vous étiez face à Georges Anagonou, socio-anthropologue, analyste politique, également était sur ce plateau.
Alphonse Mouissoudé, journaliste, analyste politique. À toutes et à tous, merci pour l'attention. C'était Info Hebdo de ce week-end. Portez-vous bien et prenez le rendez-vous demain dimanche pour l'inviter. À très bientôt. Bonne suite de programme sur Cruzeiro TV.